Les photos ne racontent qu'une partie de l'histoire, et l'histoire que des images comme celle-ci racontent est celle d'une famille heureuse. Mais derrière des portes closes, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, une mère de famille aimée de 4 enfants est morte. 35. Les domestiques avec une arme à feu. Le père armé face à sa famille. Elle aurait essayé de demander de l'aide à Noël, mais cette dernière démarche, ce cri à l'aide, n'a pas été entendu. Elle a fini par être abattue. Nous sommes sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La femme au centre de cette histoire dont nous parlons aujourd'hui est rappelée comme une mère dévouée qui mettait ses enfants en premier. Et la voici. Elle s'appelait Jerry Mans et vivait dans un quartier paisible d'Indianapolis. Elle avait accompli beaucoup, mais surtout, elle a élevé 4 enfants. Ils ont 19, 17, 14 et 10 ans, 2 garçons et 2 filles. Voici la dernière publication de Jerry sur Facebook du 26 décembre, photo de ses enfants lors de la remise de diplôme de l'un d'eux. Voici Jerry avec ses 2 filles en vacances, puis avec son mari Cécile. Il paraît que lors de la publication de la photo de ses enfants par Jerry le 26, elle tentait de fuir un mariage devenu violent. Une ordonnance de protection que Jerry avait déposée le jour de Noël détaille des allégations effrayantes sur ce que la vie était à l'intérieur de sa maison. Pas seulement pour elle, mais aussi pour leurs enfants. Maintenant, nous avons contacté le greffier du comté en Indiana, mais il a refusé de nous fournir l'ordonnance de protection déposée. En disant que c'est confidentiel. Cependant, le journal Indy Star a pu accéder à ce document. Maintenant, le Indy Star indique que Jerry a déposé l'ordonnance de protection à 10h28, le matin de Noël. On imagine qu'une famille de 6 personnes devrait ce jour-là être réunie, ouvrir des cadeaux et prendre un café. Elle tentait plutôt de déposer une ordonnance de protection. La veille de Noël, son mari lui a lancé des pinces, la blessant et lui causant des bleus. Ce n'était pas la première fois qu'un conflit public était allégué dans ce mariage. La veille, le 24 décembre, la star affirme que Cécile a menacé de tuer Jerry et lui-même lorsqu'ils étaient sur le parking du tribunal. Jerry aurait dit à Cécile qu'elle voulait divorcer. Elle aurait aussi dit que Cécile avait menacé de se suicider devant elle et leurs enfants plus tôt. Maintenant, le lancer de pince la veille de Noël semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Jerry. La star déclare que le 10 décembre, Cécile a frappé l'ordinateur de Jerry et renversé du chocolat chaud sur elle. En novembre, il l'aurait aussi frappé au visage. Il aurait aussi brisé plutôt la vitre de son camion, selon la star. Pourtant, malgré ses accès de rage, la pétition affirme que Jerry a rapporté que Cécile menaçait à plusieurs reprises de tuer sa famille et leurs animaux. Cela remontait à des années, donc ce n'était pas seulement pour cette année ou cette période des fêtes. C'était un problème qu'elle affirmait durer depuis longtemps déjà. Selon ces documents, il s'agissait d'un homme apparemment déséquilibré, n'hésitant pas à révéler ses intentions. 35. À l'entretien de l'arme. Père armé contre sa famille. Voici les enregistrements des communications policières du 28 décembre, 3 jours après la demande officielle de protection de Jerry contre son mari. Un détail glaçant concerne cette demande, j'y reviendrai. Le premier appel aux forces de l'ordre a eu lieu vers 14h20, le 28 décembre. Une personne signale avoir entendu un coup de feu, possible victime. Un autre précise, papa a tiré 2 fois sur maman et part dans un grand Toyota Tundra. Nous avons maintenant le rapport de police qui indique ceci. À leur arrivée chez les Mains, les policiers ont trouvé Jerry, blessé par balle dans l'allée. Transportée à l'hôpital, cette mère de 4 enfants a été déclarée morte. Son mari est parti en camionnette. Selon la police, ce qui a précédé la mort de Jerry est terrifiant. La fille des Mains, 10 ans, a été témoin du meurtre de sa mère. Voici ce que rapporte le procès-verbal selon son témoignage. La mineure a déclaré qu'elle se trouvait dans la maison lorsque son père est entré, alors que sa mère n'était pas là et qu'il a sorti une arme du coffre-fort. À l'arrivée de sa mère, une dispute a éclaté avec son père. La mineure numéro 1 a vu son père pointer une arme sur sa mère et a appelé le 911. Elle a entendu les coups de feu puis a vu sa mère allongée dans l'allée. Cette fille n'a que 10 ans. La fille de 14 ans a dit à la police qu'elle était dans sa chambre quand elle a entendu sa mère crier, puis vu son père armé, avant d'entendre un coup de feu. Elle a entendu un autre coup de feu dehors. Elle a dit à la police que son père les avait déjà menacés de mort. Le fils principal de 16 ans était aussi à la maison. Il a vu son père rentrer, prendre une arme et sortir l'arme pendant une dispute avec sa mère. Son grand frère a tenté d'arrêter la bagarre. Le garçon de 16 ans est monté en courant à l'étage et a appelé le 911.
Il a dit à la police que Cécile menaçait Jerry avec une arme à feu dans la maison. Puis il l'a suivi à l'extérieur de la maison et il lui a tiré dessus dans l'allée de ce quartier tranquille en plein jour. Maintenant, après lui avoir tiré dessus, ils seraient partis en voiture, laissant leur fils tenter de sauver sa mère blessée par balle dans l'allée. Cecil Maines a été arrêté le lendemain. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal le 5 janvier et il est maintenant détenu sans possibilité de libération sous caution. En ce qui concerne l'ordonnance de protection que sa femme aurait déposée à Noël, un juge ne l'a jamais vue avant qu'il ne soit trop tard. Selon l'Indiana Star, après le dépôt d'une requête, un greffier lui attribue un numéro de dossier et l'envoie à un juge. Le tribunal était fermé pour les vacances du 24 au 28 décembre. Donc, au lieu de voir la requête le 26, la première date à laquelle le juge aurait réellement pu la signer, était le 29 décembre. C'est un jour après que Jerry ait été abattu. À son arrestation, Cecil Maines possédait le téléphone et les cartes de crédit de Jerry dans son camion. Il n'a pas parlé à la police et a demandé un avocat. En consultant le casier judiciaire de Cecil Maines, j'ai seulement trouvé quelques infractions routières de 2011, 2009, 2008 et 2005. C'est apparemment la première fois qu'il fait face à de telles accusations. Il aurait tué sa femme, mère de leurs 4 enfants, en plein jour, devant ses 4 enfants, les laissant sans mère. Nous accueillons Maître Anthony Ozo, avocat pénaliste et ex-procureur adjoint, pour discuter de l'affaire. Merci comme toujours d'être avec nous sur Law and Crime. Le détail qui figure dans l'article de l'Indy Star concernant Jerry Maines, déposant une ordonnance de protection à Noël. Mais un juge ne peut l'approuver que le jour ouvrable suivant, soit 4 jours plus tard à cause des vacances. Elle décède la veille de la reprise. Qu'en penses-tu? J'ai l'impression que le système a laissé tomber quelqu'un, non? Que penses-tu de la chronologie de cette histoire? Eh bien, je pense que le manque de ressources gouvernementales qui se manifeste dans ce cas est en quelque sorte un lien direct. Je ne dirais pas que c'est la cause directe du meurtre, mais tu as raison. Cela montre une faille dans le système judiciaire et le système civil qui aurait peut-être pu empêcher que cela n'arrive. Ceci dit, si Cecil Maines veut agir, je doute qu'un papier l'aurait arrêté. Oui, et c'est l'autre aspect de cette affaire, parce qu'il y a toutes ces histoires, que ce soit venant des enfants. D'après ce que Jerry Maines aurait écrit dans cette ordonnance de protection, à propos de la terreur, il semble que Cecil Maines semait la peur dans cette maison à l'époque. Mais pour en revenir au sujet, avec les horaires de bureau et tout ça, je veux dire, est-ce que c'est une question de juridiction? Par exemple, est-ce qu'il y a des endroits, peut-être là où vous exercez au Texas, où un juge travaille à Noël ou le lendemain de Noël? Donc, si une situation aussi grave que celle de Jerry Maines se présente, quelqu'un peut la valider et lancer la procédure, même si le tribunal est fermé. Oui, c'est une question de compétence. Chris, vous savez, je pense que quand on regarde le système de justice pénale dans les grandes villes comme Houston, Chicago, New York, Los Angeles, il y a des magistrats de permanence, n'est-ce pas, qui peuvent traiter les affaires au fur et à mesure qu'elles arrivent et émettre des ordonnances de protection d'urgence ou de caution. Les prévenus ne peuvent généralement pas contacter les victimes ou plaignants dans les affaires pénales, contrairement au procès civil. Juste avant le dépôt de cette ordonnance de protection, je ne pense pas que nous ayons de raison d'y croire auparavant. Des affaires contre Cecil Maines. Donc je ne sais pas si le tribunal aurait vu cela ou si le tribunal civil l'aurait considéré de cette façon. Le temps est un facteur clé dans cette question. Donc je pense que dans le pénal, oui, il y a des magistrats qui tranchent et ils s'en occupent assez rapidement, alors qu'en civil, ce n'est pas forcément le cas. Et souvent, il faudra attendre les heures de bureau pour pouvoir déposer une ordonnance de protection comme celle-ci à l'intérieur. Parce que, aussi, je veux dire, vous savez, vous avez cette ordonnance de protection que Jerry Maines avait rédigée. L'Indy Star est le seul média à l'avoir vraiment vue. Mais vous savez, ça ne fait que donner des détails. Des menaces et attaques présumées chez lui, mais finalement pas de casier judiciaire. Il y a des infractions au code de la route. Mais ce n'est pas comme si la personne avait déjà été accusée d'agression ou impliquée dans d'autres affaires. Aux yeux de la loi, ce n'est pas un criminel endurci jusqu'à ce que tout cela arrive. À quel point est-ce courant dans ce genre de cas? La réalité à l'intérieur du foyer, c'est qu'il semble être un véritable monstre. Mais ensuite, vous savez, il se retrouve devant un juge. Un avocat pourrait dire « cet homme est un citoyen modèle ». Où est la preuve qu'il s'agit de plus qu'une contravention? Eh bien, c'est un récit bien trop courant, Chris, n'est-ce pas? Parce qu'il faut penser aux obstacles, ce qu'on appelle les obstacles à la révélation, dans un cas comme celui-ci.
En cas de violence familiale, la plaignante entretient souvent une relation longue avec le prévenu. Outre la violence physique, la violence psychologique est fréquente. Elles dépendent financièrement et ont des enfants avec le prévenu, ce qui les rend conscientes de la situation. Lorsqu'elles signalent aux forces de l'ordre les violences subies, de nombreuses conséquences en résultent. Et à cause de cela, cela empêche les survivantes et les victimes de violences et d'abus domestiques de signaler les faits aux forces de l'ordre. C'est donc un récit très courant que nous voyons tout le temps, et malheureusement, dans certains cas, cela peut devenir fatal. Et si elle avait obtenu cette ordonnance de protection? Et je sais que, vous savez, et je suis sûr que vous avez vu beaucoup de cas, comme j'ai fait des épisodes sur des affaires où la personne avait une ordonnance de protection. Ce n'est qu'une feuille de papier, vous savez. Alors si elle avait eu cette ordonnance de protection, qu'est-ce que cela aurait changé pour elle? Je suppose sa sécurité et celle des enfants face à... Tout cela reste une allégation de Cecil Maines à ce stade. Eh bien, cela aurait signifié que si Cecil Maines avait violé cette ordonnance de protection de quelque manière que ce soit, il aurait pu faire l'objet de poursuites pénales supplémentaires. Comme je l'ai dit, Chris, un papier ne stoppera pas quelqu'un déjà décidé. Et l'un des thèmes récurrents que nous voyons dans les situations d'abus domestiques ayant conduit à un homicide, c'est cela. Le moment le plus dangereux pour la femme dans une relation, ou même pour les hommes, c'est lorsque cette personne décide finalement qu'elle veut partir. Ici, un divorce potentiel est en cours. Le dépôt de l'ordonnance de protection a marqué le moment où Jerry a mis fin à sa relation avec Cécile, déclarant qu'il n'en voulait plus. C'est un moment dangereux pour une femme. Je pense aussi, en regardant maintenant ce que Cecil Maines pourrait avoir comme défense. Parfois, tu expliques mieux que moi, comme pour défendre un crime passionnel. Je pense que dans certains cas domestiques, un avocat pourrait adopter cette stratégie. Mais quand on regarde au moins le rapport de police, les enfants parlent de la façon dont il est rentré à la maison. Vous savez, il y a eu cet incident, apparemment quelques jours auparavant, sur le parking du tribunal où il la menace de la tuer, d'après ce qu'elle a dit. Ensuite, il rentre plus tôt du travail pour prendre une arme. Puis une dispute éclate. Comment? Sur cette base, il semble que cela ne correspondrait pas à ce type de défense. Je veux dire, comment? Je suppose, comment pourriez-vous défendre Cecil Maines? D'après tout ce qui a été exposé, D'après la façon dont tout a été présenté. C'est difficile à dire à ce stade. Parce que vous avez le jeune de 17 ans qui le voit aller chercher l'arme, vous avez d'autres enfants à l'intérieur de la maison qui en sont témoins. Ils entendent des disputes, et puis vous avez, je crois, excusez-moi, j'ai dit, le jeune de 17 ans, je veux dire, le jeune de 19 ans qui voit finalement Cécile la suivre dehors et lui tirer dessus. Donc cela vous empêche en quelque sorte d'invoquer la légitime défense. Vraiment, la défense a beaucoup à faire dans cette affaire selon moi. Je pense qu'ils doivent parler à des témoins qui connaissaient la relation entre Jerry et Cécile, à l'exception des enfants, n'est-ce pas? Ils ont sûrement un avis différent, ce qui n'aidera pas la défense. Ils doivent examiner les témoignages de la plaignante et de Cécile dans cette affaire et sans doute demander à Cécile de subir une procédure psychiatre pour le faire évaluer afin de voir s'il y avait des troubles mentaux à ce moment-là. Cela ne constituerait peut-être pas une défense pour folie, mais il pourrait y avoir quelque chose. C'est un élément atténuant, utilisable pour négocier ou conclure un accord de plaidoyer avec le ministère public dans cette affaire. Il est donc difficile de dire quelle sera la défense, qui semble avoir beaucoup de travail dans cette affaire. lorsqu'il s'agit d'une défense fondée sur le coup de folie, qu'est-ce qui est généralement considéré comme tel dans des affaires comme celle-ci, entre époux? Je pense que l'opinion générale du public, je pense que la perception commune de ce qu'est le coup de folie, c'est si je découvrir son conjoint au lit avec quelqu'un d'autre est, selon moi, ce que le public considère comme un coup de folie. Cependant, ce n'est pas limité, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas uniquement ça, n'est-ce pas? Je pense que les coups de folie sont vraiment rares. C'est difficile d'y arriver et il faut que les circonstances soient parfaites pour cela. Donc je pense qu'on utilise ce terme comme s'il allait s'appliquer, mais je ne peux pas dire que ce sera le cas. C'est pourquoi examiner leur message, c'est pourquoi écouter les témoins qui avaient un point de vue sur la relation en dehors des enfants va être extrêmement important dans une affaire comme celle-ci. L'enquête dans cette affaire a été assez brève, non? Je pense qu'une grande partie se déroulera après le dépôt officiel des charges. L'une des choses les plus déchirantes,
parmi de nombreuses allégations bouleversantes du rapport de police, me vient à l'esprit. C'est difficile et on pense au fils qui a essayé d'intervenir. L'aîné de la maison, je crois qu'il a 19 ans, sort de la maison. Et puis son père, qui venait de tirer plusieurs fois sur sa mère. Il prend son téléphone, sa carte de crédit, apparemment, puis il s'enfuit à toute vitesse. Tu laisses cet adolescent avec sa mère qui finit à l'hôpital. Il tentait de la sauver dans l'allée. Quand tu as une partie de l'histoire aussi émotive que ça, comment tu l'intègres? Si ça devait aller au procès et que tu es procureur, comment tu racontes cette partie de l'histoire? Dans l'ensemble de l'histoire où tu essaies de faire condamner cet homme, Tu le fais à travers le fils de 19 ans, je veux dire. C'est comme ça que je ferai. Si cette affaire doit aller au procès, le jeune de 19 ans témoignera s'il en est capable. Et en tant que procureur, une partie de ton travail est mentale et émotionnelle. Préparer quelqu'un qui a traversé un tel niveau de traumatisme à témoigner et à faire ce qui est juste. Pour leur famille, ah, je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'être à la place de ce garçon. Vraiment, je ne peux pas. Je sais que c'est difficile après avoir travaillé sur ces affaires. Mais la préparation, ce que nous appelons la préparation des témoins avant qu'ils ne témoignent, devra être immense avant qu'ils ne prennent la parole. Et je suis sûr que lui-même devra suivre beaucoup de thérapie pour gérer le traumatisme qu'il a subi. Je pense qu'il faut le raconter du point de vue du jeune homme de 19 ans qui pourrait être l'un des premiers témoins de cette affaire. le plus jeune, 10 ans, était aussi dans la maison. Je veux dire, c'est vraiment une histoire tellement triste quand on regarde le contexte de ce mariage. Et encore une fois, comme Cécile Main n'avait jamais été, du moins d'après ce que je peux voir, vous savez, jamais arrêté pour agression, jamais arrêté, vous savez, pour tous ces incidents. Du point de vue de la défense, y a-t-il un moyen, vous voyez? Il va falloir trouver un moyen d'expliquer ce qui s'est passé dans cette allée et tout ce qui s'est passé dans la maison. Existe-t-il un moyen d'exclure la plupart des allégations de cette ordonnance de protection, jugée accablante par l'Indistar? Je suis sûr que, du point de vue du procureur, cela donne une idée de la toxicité de ce mariage. C'est difficile et dépend vraiment de l'État où l'affaire est jugée. Donc, beaucoup de juridictions tiennent compte de la nature de la relation des preuves et ont jugé que cela est recevable lors d'un procès, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle d'homicide dans le cadre d'une relation de violence familiale, l'État peut faire venir des témoins pour parler d'un historique répété de comportement. Et c'est le type de preuve qui est généralement exclu, n'est-ce pas? Parce qu'on appelle cela une preuve de caractère illégal. On ne peut pas affirmer que quelqu'un qui a braqué une banque le 23 janvier l'a aussi fait le 24 mars. Pour l'homicide, une exception permet d'apporter des preuves sur la relation. Il est donc difficile pour la défense d'ignorer les précédents actes de violence d'un accusé envers une plaignante, ici Cécile contre Jerry. L'Indiana applique la peine de mort, mais il ne semble pas qu'il ait été inculpé de meurtre passible de cette peine à ce stade. Généralement. Et je sais que tu es au Texas, qui est aussi bien sûr un État où la peine de mort est appliquée. Qu'est-ce qui ferait passer cette affaire à ce niveau-là? Parce que tu sais, c'est tout simplement horrible ce dont il est accusé, et puis surtout, tu sais, après avoir commis cet acte. Il l'a laissée là, dans l'allée, pour que son fils essaie de la maintenir en vie. Il a pris le téléphone, la carte de crédit selon la police, puis est parti en voiture. Pour une affaire de peine de mort, en général et selon les États, quel seuil un meurtrier doit-il atteindre pour y être éligible? C'est une bonne question, Chris, parce que je pense que quand on voit un ensemble de faits aussi graves que ceux que nous avons ici, le grand public se demande comment cela n'est-il pas un meurtre passible de la peine capitale? Comment se fait-il qu'il ne va pas passer sa vie en prison? Mais il y a certains éléments qui doivent être réunis pour pouvoir requalifier une accusation. Par exemple, il faut être en train de commettre certains crimes graves au moment où le meurtre est commis. L'ordonnance de protection avait été instaurée, Cécile devait quitter la maison et éviter tout contact avec Jerry. Eh bien, si Cécile s'introduit par effraction dans cette maison et tue Jerry, alors cela ferait passer l'accusation de meurtre au premier degré à meurtre capital. Si vous tuez quelqu'un qui se trouve dans une certaine tranche d'âge, par exemple, si vous tuez un enfant ou une personne âgée, si vous tuez un policier dans l'exercice de ses fonctions, ce sont des choses qui peuvent faire passer une accusation de meurtre au premier degré à meurtre capital. Je crois que l'État le reconnaît sans doute ici. Oui, il a pris le téléphone, mais il ne l'a probablement pas tué dans le but de commettre un vol. Je crois que c'était juste lié à sa fuite alors.
Et la loi sur le meurtre dans l'Indiana prévoit une peine très lourde. Je crois que c'est entre 45 et 65 ans, ce qui, en pratique, équivaut à une peine à perpétuité. C'est l'accusation la plus sûre qu'il doit se sentir à l'aise de présenter au procès. Et il est détenu sans possibilité de libération sous caution. Non, il a une autre comparution devant le tribunal qui arrive bientôt. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Il suffit de penser à ses enfants, vous savez, et à ce que Jerry a traversé, bien sûr, mais aussi à ce que ses enfants vont traverser en vivant sans leur mère et leur père. Anthony Ozo, merci encore. Avocat de la défense pénale, ex-procureur adjoint, merci d'avoir pris le temps avec nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci Robin Chris. Une collecte GoFundMe soutient les enfants de Jerry Maines, désormais sans mère. L'argent couvrira les frais de subsistance, de conseil, de santé mentale, juridique, funéraire et la stabilité à long terme. Et à vivre dans leur nouvelle réalité, celle d'être sans leur mère. Cécile Mains comparaîtra à nouveau le 10 février et reste détenue sans caution. C'était l'affaire selon Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.